c'est un jour une plus jeune, une jeune nana qui me dit « Mais tu sais Florence, moi je voudrais pas te ressembler ». Et là, je pense que ça a été le réveil, ça a été un énorme wake-up call de cette jeune fille qui me touchait beaucoup parce que je me dis « Tiens, elle est comme moi, elle a de l'audace, elle a beaucoup de liberté, elle fait attention de pas trop se faire abîmer par ce qu'on dit d'elle, de pas trop écouter tout le temps ce que disent les uns et les autres. Elle a beaucoup d'énergie, elle a envie de faire progresser le monde. Donc moi, j'aimais bien, elle était comme moi. Et que cette jeune femme me dise « Mais tu n'es pas un modèle pour moi », ça a été un espèce de choc. Et vraiment, merci à elle de m'avoir réveillée parce que dans ce que j'ai exprimé pour elle, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très froid, très dur, qui traçait. Elle savait que j'avais 3 enfants et elle me disait « Mais je sais pas comment tu peux avoir 3 enfants et ne pas t'en occuper ». Donc c'est sa façon de voir les choses, qui n'était pas tout à fait exacte. Mais dans la représentation que je donnais de moi-même, je donnais la représentation d'une femme qui, pour y arriver, prenait tous les attributs des hommes parce que, quelque part, je voulais faire partie du club. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Florence. Bonjour Nelly. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Alors rapidement, vous avez une carrière à dimension internationale, depuis Paris, mais avec des équipes internationales, dans la tech. Et ce depuis les débuts, là où les femmes encore aujourd'hui sont finalement peu nombreuses. Vous avez d'ailleurs remporté le prix digital Neoma Alumni en 2021. Et votre dernier poste était directrice commerciale France pour Meta. Alors moi, je vous ai connue par votre implication auprès de l'association Force Femmes, dans laquelle vous avez accompagné une amie dans le développement de son projet professionnel, qui m'a vivement recommandé de vous interviewer. En cherchant un peu dans les méandres d'Internet, j'ai découvert une femme qui n'a peur ni de prendre la parole, ni de dire les choses comme elles sont, et ce depuis le début de vos interviews. Tout à fait. Vous assumez votre ambition, vous revendiquez votre liberté économique, et pour vous, c'est ok de dire que ce n'est pas parce que vous y êtes arrivé que c'est forcément évident pour les femmes aujourd'hui, surtout dans l'univers du digital. Tout à fait. Alors j'ai évidemment eu envie de poursuivre l'échange et j'aimerais savoir de votre côté ce qui vous a donné envie de participer au podcast. En fait, je pense, comme Simone de Beauvoir, même si je ne suis pas à la hauteur de Simone de Beauvoir, bien évidemment, mais quand Beauvoir disait « il suffit d'une guerre, il suffit d'une crise, il suffit d'une disette et d'une famine pour que l'émancipation des femmes s'arrête et retourne en arrière », je suis intimement persuadée de cela. Et au fur et à mesure de mes discussions avec des femmes plus jeunes que moi, je me suis rendu compte que majoritairement celles qui avaient moins de 40 ans étaient d'avis pour dire « mais maintenant ce n'est plus un sujet », puisque en tant que femme aujourd'hui, je me sens et je suis totalement considérée comme un homme et donc je vois pas pourquoi il faudrait que moi aussi je participe à défendre en fait la position des femmes et en tout cas l'égalité en termes de représentation des femmes dans n'importe quel système humain. Et en étant à poste de responsabilité, souvent je voyais que dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit, c'est un problème de la sphère personnelle qui rentre dans le monde professionnel, c'est majoritairement les femmes qui, tout d'un coup, lâchent ordinateur, téléphone et poste de travail pour aller soulager un enfant souffrant, une maman plus âgée, etc. Donc que finalement ça n'avait pas changé, que ce sont les femmes sur lesquelles on compte. Et ce sont elles-mêmes qui lâchent tout pour s'occuper d'autre chose que d'elles. Et quand je leur disais, mais tu vois, quand ton enfant est malade, c'est toi qui y vas. Ils me disaient, oui, mais parce que je l'aime. Je dis, parce que le papa n'aime pas son enfant. Si, mais il faut que je le fasse. Et il faut que je le fasse. C'est-à-dire, pourquoi, quand, comment, qui t'a demandé de le faire? C'est le poids des siècles, le poids de notre société, le poids que l'on se donne à soi-même, le poids d'une éducation. Et dès que je peux essayer de transmettre mon expérience et surtout de raconter qu'il faut pas lâcher et que tout ce que l'on fait pour soi, on le fait pour les autres et pour les autres générations et pour nos filles, nos sœurs, nos cousines, je trouve que c'est des moments hyper importants. Donc, merci de m'avoir invitée, Nelly. Avec grand plaisir. Merci pour votre partage. Et il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir qui m'a marquée. Vous m'avez dit, c'est bon, je suis traitée comme un homme. Enfin, que vos collègues disent, maintenant ça va, je suis traitée comme un homme. Vous voulez dire quoi par ça? Mais et tout vous à en fait. pensez quoi? Alors, j'en pense que d'ailleurs, que déjà dans cette phrase-là, il y a déjà une inégalité. Puisque de se dire, je suis traitée comme un homme,
ça voudrait dire qu'on est inférieur et qu'on est arrivé à quelque chose de plus haut, en tout cas. Je me souviens très bien, quand j'ai commencé à bosser, donc j'avais 25 ans, mon boss me dit, avec toi, ce qui est génial, c'est que tu te comportes comme un mec. Et j'ai été hyper fière. Quelques années après, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, en fait, qu'on a inconsciemment une posture, en tout cas dans le milieu professionnel, c'est sûr, c'est évident qu'il y a une posture d'infériorité naturelle. À savoir qui l'a donnée. Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous sommes créés ? Est-ce que c'est la société qui l'a structuré ? Est-ce que ce sont les hommes qui nous l'ont donné ? Parce que je rappelle que de façon psychanalytique, on dit souvent parce que l'homme n'est pas capable d'enfanter, c'est une blessure narcissique qu'il va imposer aux femmes tout au long des siècles de l'humanité et que ça, on ne s'en sortira jamais. Donc, est-ce que ça vient de cette blessure d'humanité ? Je n'en sais rien, mais il y a effectivement dans le domaine professionnel une espèce de médaille quand on se dit, tiens, soit je suis traitée comme un homme, soit je suis traitée comme un être sans sexe. Et c'est un biais interne qui est hyper compliqué à enlever et qui est très structurant. Il faut vraiment en être consciente. Et je ne sais pas si on parlera plus tard du plafond de verre, mais je trouve que c'est toujours intéressant de se demander, tiens, le plafond de verre, par qui a-t-il été inventé ? Existe-t-il vraiment ? En tout cas, il existe, bien sûr. Aujourd'hui, bien évidemment qu'il existe, puisque c'est beaucoup plus compliqué pour des femmes de ma génération, mais pas que, d'arriver à lutter contre elles-mêmes et contre cette image qu'on leur a donnée. Mais qui leur a donné ? Et ça, je trouve que c'est une des grandes conversations, idées qui est en train d'émerger, que je trouve intéressante, c'est de se dire, quand les femmes savaient s'entretenir avec les plantes, étaient apothicaires et médecins, la faculté de médecine a décidé que les femmes étaient des sorcières. Quand les femmes ont commencé à faire du vélo en 1896 et se sont montées elles-mêmes et ont acquis une mobilité, une indépendance, du coup, ont acquis une autre façon de se vêtir en inventant les bloomers et les jupes culottes, les médecins ont créé le bicycle face, qui est une maladie où ton visage exprime avec beaucoup de transpiration, de rictus et d'yeux révulsés, la difficulté que tu as toi en tant que femme pour tenir sur une bicyclette. Et les femmes, pour certaines, ont abandonné la bicyclette parce qu'elles ne voulaient pas avoir ce visage révulsé qu'elles n'avaient pas. Puisqu'on voit beaucoup d'icônes de ce moment-là, t'as aucune femme qui a un visage révulsé. Donc ils ont inventé ce concept-là. Et donc je me dis que finalement, peut-être que le plafond de verre, il a été inventé pour une fois de plus tenir les femmes à l'écart de quelque chose, en tout cas leur mettre beaucoup plus d'obstacles que ce qu'elles devaient elles-mêmes gérer, et que finalement, de la poule et de l'œuf, quand on dit qu'on a un obstacle, on le voit. C'est intéressant ce que vous dites, ça reprend un des deuxièmes épisodes du podcast où justement Valérie Augier, qui est coach, disait il y a les plafonds de verre qui existent, il y a ceux qu'on se crée. Tout à fait. J'aimerais revenir sur cette expression qui vous a été dit, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu agis comme un mec, je crois que c'était ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu derrière ça ? C'était quoi les actions d'agir comme un mec selon lui ? Alors, ce qui me caractérise, c'est d'être franche et directe. Alors que ce qui est assez marrant, c'est que je ne crois pas que ça soit du tout l'apanage d'hommes, puisque moi j'ai eu énormément de managers boss. J'ai eu très peu de francs et directs. Et d'ailleurs, souvent, ils m'ont reproché d'être franche et directe. Et c'était plutôt une critique qu'une valorisation positive. Votre question est intéressante parce que dans la bouche du manager qui me l'a exprimé, je ne sais pas tout à fait ce que ça voulait dire. En tout cas, pour moi, c'était un compliment. Le même manager m'ayant dit « Non, mais tu comprends », donc c'était dans le milieu des agences de communication, dans les années 90, on commençait à être en crise, puisqu'il y avait la réforme, notamment des investissements médias avec la loi Sapin, donc les agences commençaient à souffrir déjà à ce moment-là de ressources. Et on m'a fait la grande proposition de me dire « Toi, tu n'as pas besoin d'être augmenté parce que tu es marié à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent », ce qui était vrai. C'est horrible, ça. Et là, je suis tombée de ma chaise. Je ne sais pas sincèrement ce que j'aurais dû répondre. J'ai répondu comme ça, spontanément, sans trop réfléchir. Oui, on n'a pas le même compte en banque. Ce qui était vrai à l'époque, et je vous parle, c'était il y a 25 ans. Et je trouve que cette remarque-là, je ne pense pas qu'elle existe ou qu'elle existe même aujourd'hui. Déjà, je pense qu'elle est totalement interdite aujourd'hui, tant mieux. On ne pourrait pas dire à une femme « Laisse ton augmentation de salaire à un homme qui en a plus besoin que toi ». Non, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est illégal, mais je ne pense pas que ça se dise. Je ne pense pas qu'on pourrait faire ça aujourd'hui. J'étais tellement surprise, parce que ce n'était pas parce que je n'étais pas compétente, j'étais compétente pour avoir cette augmentation. C'était quand même assez dingue d'entendre ça, quoi. Alors, de l'entendre, oui. Et ça s'est conclu comment, du coup ? Ça s'est conclu que j'ai eu une augmentation de salaire. Je pense que je l'ai eu plus petite qu'elle n'était prévue, mais je l'ai eu quand même. Vous avez un parcours assez impressionnant quand même dans la tech. Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer dans ce milieu plutôt masculin ?
Alors, c'est un milieu qui est très masculin, mais ça vient de 2 phénomènes qui se cumulent dans la tech. C'est que c'est un monde assez récent, donc beaucoup piloté à sa création par des systèmes de start-up, d'entrepreneuriat, de lancement de boîtes, etc. Donc, le monde des VC, de tout type d'incubateurs et l'accès au financement, traditionnellement, est beaucoup plus aisé quand vous êtes un homme. Donc, déjà, pour monter une boîte dans ce secteur-là, puisqu'il fallait les monter, elles n'existaient pas. Et ensuite, qu'il y a toujours encore une moindre représentation des femmes dans les métiers d'ingénieurs. Or, les métiers d'ingénieurs, c'est les métiers de tech. Et que cette logique d'absence de représentativité des femmes, puisqu'aujourd'hui on est à 30% en France ou 34% en France de représentation des jeunes femmes dans des études d'ingénieurs, alors qu'elles sont à part égale dans les bacs scientifiques, cette absence de représentation dans les études supérieures ingénieurs, qui est une condition créée totalement par la société, par une convention qui font que les femmes sont nulles en maths, cette convention-là fait qu'il y a beaucoup moins de femmes, une représentativité de femmes qui est inférieure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes une femme et que vous rentrez dans un univers où majoritairement vous avez des hommes, c'est pas très confortable. Et c'est exactement de la même façon, quand un homme rentre dans un univers qui est très féminin, c'est pas plus confortable pour lui, ce qui est normal. C'est-à-dire que quand vous avez une absence de représentativité égale des sexes, alors que le monde est conçu avec une représentativité quasi parfaite en termes de poids, on ne se sent pas totalement bien intégré. Ce qui font que même dans les métiers non tech, c'est assez compliqué d'avoir une représentativité homogène hommes et femmes, donc dans le marketing, la com, le business, comme ce que moi j'opère. Après, Dieu merci, il y a beaucoup d'entreprises, notamment, et ça vient des entreprises américaines, plutôt californiennes, qui luttent vraiment de façon très convaincue et très volontaire pour justement une représentativité des deux sexes, arguant de quelque chose qui est très, très vrai, c'est qu'une entreprise qui crée des produits et des services pour qu'une société avance et progresse, si elle crée des produits et des services qui sont à l'image de ceux qui les créent, donc s'il y a des hommes blancs, ça va être à l'image des hommes blancs, cette société va oublier toute une portion de gens sur le carreau. Et on parle beaucoup des voix de Siri et autres assistants vocaux qui sont des voix de femmes. On parle beaucoup de la reconnaissance de la peau et des mains qui se reconnaissent des mains blanches et pas des mains noires. Donc il y a énormément de biais quand une société, quelle qu'elle soit, est construite que sur un seul modèle genré. Donc, du coup, je suis vraiment heureuse de voir qu'on force la représentativité des femmes. On a la chance en France d'être dans une société de quotas. Donc ça, à chaque fois, on me dit non, c'est pas une chance. Bien sûr que c'est une chance puisque ça vous permet d'accélérer les changements de situation. Au lieu de mettre 80 ans, nous allons mettre 20 ans. C'est ce qui s'est passé avec la loi Zimmermann-Copé dans la présentation des femmes dans les conseils d'administration. Donc, pour accélérer les changements, les quotas sont une chance formidable. Et donc, moi, je revendique d'être... alors, je sais pas si... Je pense pas avoir été une femme quota, j'en sais rien. Et si je l'ai été, je suis ravie de l'avoir été. Vous dites que quand une femme rentre dans un milieu d'hommes, ce n'est pas forcément confortable. Vous avez dit l'équivalent avec un homme. Faudrait leur demander, mais je remarque quand même dans les milieux de femmes, dès qu'on monte, c'est des hommes à la direction, très souvent quand même. Pas tout le temps, mais ça arrive. Tout le temps. Quasi. Bon, alors mais c'est pas. En fait, ils sont pas rentrés. Si on prend par exemple les grandes sociétés de la beauté ou les grandes sociétés du luxe et de la mode, d'ailleurs, dès qu'il y a une femme qui devient directrice artistique d'une grande maison de mode, tout le monde en parle en disant que c'était extraordinaire. Et des PDG de grandes maisons, je pense à un de nos plus grands fleurons de l'industrie cosmétique. Et on peut se dire, traditionnellement, c'est quand même plus porté par les femmes, la beauté. Il n'y a jamais eu une femme. Donc, ça ne veut pas dire que les hommes ne se sentent pas à l'aise. C'est-à-dire que, de toute façon, il y a le Males Club, là, comme on dit en Angleterre, mais qui existe partout et en France, particulièrement très, 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 très développé, en France et dans les pays latins. C'est qu'il y a une courroie d'entraide et de solidarité. Et il y a une espèce de passages qui font qu'il y a des corridors qui sont absolument pas des passages secrets donnés aux femmes. On n'a pas les corridors. Par rapport au fait, du coup, d'être inconfortable en tant que femme dans un milieu d'hommes, vous, qu'est-ce qui vous a fait ressentir inconfortable ? La première fois, alors là, c'est quand j'ai pris la direction générale d'une grosse agence digitale. Quand je suis arrivée pour la directrice générale de cette boîte, premier COMEX, il y a un charmant, mais en plus que j'aimais beaucoup, mais qui a fait une grosse blague, qui a dit « Ah bah c'est super, maintenant on a une femme pour faire le café ».
Donc, j'avais 2 tares dans cette entreprise, c'est que j'étais une femme et que je n'étais pas une entrepreneur. Et qu'il fallait que j'arrive à fédérer une bande de 9 entreprises, toutes pilotées, créées par des hommes, au demeurant, sincèrement, tous brillants et fort sympathiques. Mais quand vous devez essayer de vous imposer dans ce système-là, c'est hyper compliqué. Et sincèrement, ça m'a mis un petit peu la rage au ventre, puisque je me disais, mais pourquoi moi, je dois m'imposer? Pourquoi j'ai droit à cette espèce d'accueil totalement déplacé? Et je me souviens très bien, jusque-là, donc j'avais 40 ans quand j'ai pris cette direction générale, jusque-là, j'étais toujours en chaussures à plat pour aller beaucoup plus vite et marcher très vite, puisque j'aime beaucoup marcher. Et ce jour-là, je me suis mis sur des talons de 12 et de 15 cm pour pouvoir les regarder dans les yeux et pour pouvoir me mettre à leur hauteur. Et pendant très longtemps, j'ai mis des talons de 15. Maintenant, je suis redescendue grâce au Covid sur mes pieds. J'ai mis des talons de 15 pour me donner la même hauteur qu'un homme, parce que c'est très dur de pouvoir avoir des discussions d'égal à égal quand vous êtes obligé de lever la tête. Je suis petit. Donc voilà, donc moi j'ai pris l'instrument des hommes, donc enfin pas les talons, mais en tout cas le costume noir, chemise blanche, je me suis coupé les cheveux, j'ai pris les attributs physiques sans m'en rendre compte d'un homme pour faire partie du clan, parce que voilà, on était un comex, on était 18, j'étais la seule femme. Ça a marché ? Ça a marché. Alors les résultats étaient très très bons, avec une équipe extraordinaire, sincèrement. Donc, c'était pas du tout dû qu'à moi, mais j'avais vraiment une équipe qui, au fur et à mesure, on est arrivé à créer un collectif qui n'a pas marché à 100%, parce que c'est pas toujours évident. En revanche, moi, ce que ça m'a laissé comme expérience, c'est un jour une jeune nana qui me dit, mais tu sais, Florence, moi, je voudrais pas te ressembler. Et là, je pense que ça a été le réveil. Ça a été un énorme wake-up call de cette jeune fille qui me touchait beaucoup, parce que je me dis, tiens, elle est comme moi. Elle a de l'audace, elle a beaucoup de liberté, elle fait attention de pas trop se faire abîmer par ce qu'on dit d'elle, donc pas trop écouter tout le temps ce que disent les uns et les autres. Elle a beaucoup d'énergie, elle a envie de faire progresser le monde. Donc moi, je l'aimais bien, elle était comme moi. Et que cette jeune femme me dise, mais tu n'es pas un modèle pour moi, ça a été un espèce de choc. Et vraiment, merci à elle de m'avoir réveillée, parce que dans ce que j'exprimais pour elle, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très froid, très dur, qui traçait. Elle savait que j'avais 3 enfants et elle me disait, mais je ne sais pas comment tu peux avoir 3 enfants et ne pas t'en occuper. Donc c'est sa façon de voir les choses, qui n'était pas tout à fait exacte. Mais dans la représentation que je donnais de moi-même, je donnais la représentation d'une femme qui, pour y arriver, prenait tous les attributs des hommes, parce que quelque part, je voulais faire partie du club. Parce que dans mon club à moi, il y a des nanas dirigeantes, on était peu nombreuses. Donc on essaye toujours comme ça existe depuis les cours de récré, on essaye toujours de faire partie du club le plus important. Et donc, elle m'a réveillée et j'ai admis de plus en plus de porter des tenues féminines, parce que j'adore la mode, j'adore m'habiller, j'adore exprimer ma propre personnalité à travers mon vêtement. Ça me donne la liberté, je me sens mieux. Donc, j'ai enlevé mes costumes noirs, mes chemises blanches, et j'ai repris ma personnalité qui est plutôt très balancée entre l'hémisphère droit et gauche. Donc, et le vêtement, pour moi, c'est une façon d'exprimer ma créativité. Et surtout, j'ai fait très attention de ne pas imposer mon modèle. C'est-à-dire que je pense avoir été parmi les premières à dire pas de réunion après 18h, parmi les premières à se dire que il fallait trouver toutes les solutions pour avoir des chambres d'allaitement dans les entreprises, même si, Dieu merci, il y a une loi qui est arrivée, mais parmi les premières à dire, ok, je suis peut-être pas l'idéal de ce que vous voulez comme boss, parce que peut-être que effectivement mon côté qui trace vous fait peur, etc., mais je vous considère pour ce que vous êtes, et je ne suis pas un modèle, et chacun choisit le modèle qui lui correspond. Et tous les individus sont pas nés pour être des leaders, tous les individus sont pas nés pour faire de la recherche. On a chacun des forces, faut jouer avec, et celles qui n'ont pas les mêmes forces, c'est ok, quoi. Par contre, t'as une force, donc il faut que tu la trouves. Comment vous incluez tout le monde ? Parce que dans ce que j'entends, vous allez être comme quelqu'un d'exigeant, de fonceur, plutôt ambitieux. Le rapport à la famille, chacun le sien. Oui. Surtout quand on est carriériste, c'est vraiment propre à chacun. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce que vous avez fait en sorte d'accepter finalement que tout est possible, que les générations sont différentes ? Enfin, pas forcément une question de génération, mais en tout cas pour inclure finalement ces différents modèles dans vos équipes et développer ce management tolérant. D'abord, je pense que c'est un process qui dure toute une vie. Okay. Donc, je dis pas que je suis au bout de ce process-là. Je l'ai intégré parce que, en fait, j'ai une naturelle empathie, et pour moi, il y a quelque chose qui me met par terre, c'est de voir quelqu'un en souffrance. Donc, la souffrance psychologique, pour moi, est quelque chose qui est insupportable. Et un jour, j'ai réalisé, mais il n'y a pas tellement de temps, ça va faire 7-8 ans, j'ai réalisé qu'en fait, on n'était pas tous pareils. Et c'est assez récent de se dire,
Ah non, tout le monde ne pense pas la même chose que moi. Ça peut paraître très narcissique, c'est absolument pas le truc, mais c'est le jour où tu comprends que tout le monde ne réagit pas comme toi, tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde ne pense pas comme ça. Et quand tu comprends cette différence et surtout la richesse que cette différence apporte. Moi, j'ai eu la chance 2 fois de construire une équipe dans la première agence où j'étais, ensuite chez Meta. Et en fait, le plus grand pouvoir que tu donnes, c'est quand tu arrives à allier les forces en présence et que chacun, et c'est très difficile à faire, mais moi, c'est toujours dans ma tête, que chacun joue sur son propre territoire. C'est là où il est fort. Vous demandez pas à un joueur de rugby de jouer de la même façon en attaque ou en défense. Une équipe de sport, elle est construite où chacun joue avec ses forces. Et dans le milieu professionnel, c'est absolument pas quelque chose qui est dit. Alors, il y a certaines boîtes qui le disent. Par exemple, Netflix, c'est une boîte qui revendique la culture d'équipe de sport plutôt que la culture de la famille, par exemple. Et je trouve que cette logique de se dire on contribue chacun avec ses propres talents est pour moi la meilleure façon de gagner parce qu'on gagne en collectif. Et c'est quelque chose qui est absolument pas développé en France. On est plutôt dans des systèmes traditionnels qui sont du top-down, qui sont divisés pour mieux régner, qui sont je crée des luttes internes. Alors moi, ça, j'ai vécu ça dans l'intégralité des boîtes où je suis passée, mais dans l'intégralité des boîtes où je suis passée, parce que c'est une forme de management, en tout cas, que moi, je caractérise d'à l'ancienne et qui existe encore beaucoup dans la société française, qui est plutôt conservatrice encore. Et Dieu merci, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup en train d'évoluer, mais le fait est que les gens aux manettes sont plutôt des gens qui ont 45 et plus, et que cette logique de se tenir à distance, de faire du top-down... Moi, il y a quand même un de mes managers que j'adore. Il m'a quand même dit, ne sois pas au milieu de tes équipes. Tu peux pas être un manager qui est au milieu de ses équipes. Tu dois être au-dessus. Tu dois avoir de la distance. Tu ne peux pas avoir des relations de convivialité avec tes équipes. Alors, j'aurais pu écouter en disant, il a raison, il faut que je prenne ces vieux modèles, mais c'est pas mon modèle. Donc, ça m'a beaucoup plus appris sur lui-même que moi sur moi-même. Donc... C'est vrai qu'on apprend sur les autres quand ils nous disent des choses. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je vois beaucoup de femmes en train de prendre des postes de direction qui se posent la question de l'autorité, justement, de la prise de distance. Ouais. Ce que vous dites, c'est finalement non. Enfin, vous, en tout cas, votre façon de faire, c'est d'être au sein de l'équipe. Ah, totalement. Moi, je pense qu'on parle souvent d'évolution du management et on dit oui, mais les femmes, elles sont plus adaptées aujourd'hui au management collectif. Je ne pense pas qu'il y ait un management féminin ou masculin. Je pense qu'il y a des gens à qui on a appris une certaine forme de management. Donc, quand je dis top-down, garder l'information pour soi, diviser pour mieux régner, des trucs hyper classiques, construire des silos. Enfin, ça, c'est des choses où, en fait, on reproduit des schémas qui semblent avoir fonctionné pour faire en sorte qu'on reste au même poste pendant des années. Surtout, et surtout pas laisser la place aux autres. Et puis que quand il y a quelqu'un qui arrive trop près, qui mord trop les fesses, on préfère s'en débarrasser. Donc ça, c'est des formes de management très classiques auxquelles je crois que on a tous droit de toute façon à un moment donné dans sa carrière, et plusieurs fois d'ailleurs, que cette forme de management qu'on n'a pas nous les femmes parce qu'on ne nous a pas appris à manager. On n'a jamais été conditionné dès la petite enfance par sa famille, son milieu familial ou dans le système éducatif. On n'a jamais été conditionné pour dire vous allez être un moment dirigeante de quoi que ce soit. Alors maintenant, ça commence à arriver. J'espère que ça va se maintenir. Mais donc, on n'a jamais appris à regarder comment les autres dirigeaient pour apprendre soi-même à diriger. Donc, on a eu justement, et ce qui pour moi est une énorme force, c'est qu'on n'est pas dans ces systèmes autocratiques, tyranniques, autoritaires qui ne sont aujourd'hui absolument plus cohérents avec une période où maintenant ça va tellement vite que si vous n'êtes pas mobile, agile, si vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le terrain, si vous n'êtes pas auprès des équipes pour comprendre exactement ce qui se passe, vous n'avez pas la boîte dans les mains. Donc, l'autorité, vous la gagnez par la preuve de ce que vous faites, pas parce que vous expliquez que c'est vous le chef. Alors, on pourrait vous parler des heures et des heures de tous les mecs boss que j'ai eus qui expliquent que c'est moi le chef, avec parfois des réactions un peu hystériques. Donc, ça me fait toujours marrer, parce qu'on dit que les femmes sont hystériques. Moi, j'ai eu des réactions hystériques. Mais je trouve pas ça excessivement ni intéressant, ni progressiste. Et surtout, quand vous regardez les jeunes générations, elles n'ont pas envie d'être pilotées par ce genre de personnes. Et aujourd'hui, ce qui se développe, c'est le collectif. On le voit partout dans la société, etc. Donc, être collectif avec ses équipes, c'est d'être avec elles. Si vous n'êtes pas collectif, au bout d'un moment, donc moi, ce que j'ai observé, c'est que vous retenez pas les bons. Aujourd'hui, vous n'êtes pas collectif, vous gardez avec vous ceux qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'aller chercher notre place ailleurs. Donc, vous excluez juste les bons qui s'en vont parce qu'ils ne supportent pas ce type de rapport et que personne n'a envie d'être dans des rapports de maltraitance professionnellement parlant. Donc, vous restez, certes, mais vous vous entourez que de gens qui sont un peu plus médiocres que ceux qui s'en vont. Ouais, la question que je me pose aussi vis-à-vis de ça, c'est, vous dites que vous avez eu des managers qui ont dit « moi, je suis le chef », avec un côté un peu hystérique en plus. En fait, est-ce que les femmes peuvent se le permettre de juste dire « moi, je suis le chef ». Est-ce que ça marche ? J'ai eu des femmes managers, j'en ai jamais eu une
mais jamais, qui m'a dit c'est moi le chef. Par contre, le c'est moi le chef, un chef c'est fait pour chefer, comme disait Jacques Chirac, tout ça, mais je l'ai eu. Et je ne vois pas une femme, aussi brillante soit-elle, expliquer à un gars, un chef, c'est fait pour chefer. Ou des références à tous les généraux de la Terre qui ont été extraordinaires parce que c'était eux qui faisaient du top-down. Non, pour être clair, je ne me rappelle jamais d'avoir une femme qui m'ait dit qu'elle était chef, c'était comme ça, et il n'y avait pas d'autre façon de considérer les choses. Ça marche. Vous avez dit qu'il fallait s'appuyer sur les forces de chacun. Du coup, j'ai envie d'aller un peu plus dans le concret là-dedans, parce que certains vont dire oui, mais du coup, c'est pas évident. Une entreprise, ça bouge. Comment est-ce qu'on fait par rapport aux forces de chacun? Enfin bref, comment vous faites alors pour vous appuyer sur les forces de chacun? Moi, j'ai une fonction de business développement, c'est ma passion, j'adore ça. Donc quand vous savez comment développer un business, vous savez à peu près ce dont vous avez besoin. Avec la boîte bouge ou pas, à un moment donné, il faut toujours vendre un service ou un produit à quelqu'un. Donc là, je dis qu'il y a une stabilité quand même assez importante depuis que les relations humaines existent. On a besoin de cet équilibre hyper important, d'avoir des gens qui sont dans le long terme, qui ne perdent pas d'énergie à aller tirer dans tous les sens, et qui, du coup, construisent une barrière, une solidité, et d'autres qui ont la capacité à aller beaucoup plus frontalement et de l'avant, mais qui peuvent aussi être plus court-termistes et s'épuiser. On a besoin de stratèges, on a besoin d'empathiques. Et puis après, j'ai jamais remarqué une personne qui avait l'intégralité des qualités en elle, moi la première. Donc, du coup, moi, j'ai toujours essayé de recréer un mouton à 5 pattes, mais à partir d'une même équipe. Et ça, je pense que tant que je fais du bizdev et tant que je continuerai à vendre des produits et services, je vois à peu près comment il faut équilibrer. Et ce qui est génial, c'est que ça évite au maximum la compétition interne. Et que j'ai toujours dit, nous, la compétition, elle est à l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise ou une équipe, enfin, quand vous pilotez une équipe ou une entreprise, il fait froid dehors, quoi, mais surtout pas à l'intérieur. Et pour garder ce respect des uns des autres, etc., le mieux est d'être le plus fair possible et de pouvoir à peu près éviter que des personnes toxiques rentrent dans votre équipe. Alors après, parfois, ça arrive que d'abord, vous les détectez pas forcément en premier, même si moi, je suis une machine à détecter les toxiques. Je dis pas que moi, je sais les détecter, pas du tout, parce que comme je considère que tout le monde a une humanité, alors moi, je sais pas du tout les détecter, mais alors je les énerve à un point assez dingue. Tu m'avais eu pas mal de situations un peu étonnamment surdimensionnées dans le monde d'entreprise qui n'auraient pas dû avoir lieu d'ailleurs. Mais moi, j'ai cette philosophie de me dire, dès qu'il y a quelqu'un qui met le mal à l'intérieur, faut pas le garder. Aussi bonne cette personne soit-elle. Aussi compétente, vous voulez dire. Aussi compétente, pardon, que cette personne soit, il faut jamais la garder. Et ça, mais vraiment, alors parfois, on m'a obligée à garder des personnes là. Et moi, j'ai remarqué que dans l'entreprise, parfois, il y avait des gens qui essayaient finalement de gérer des désordres internes, psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, de rapports eux-mêmes dans leur propre famille, de place vis-à-vis de la mère, du père, des frères et sœurs, etc. Et qu'il faut en être conscient de ça. Il faut comprendre que l'entreprise, elle n'est pas là pour régler des conflits personnels et internes. Et parfois, ça devient ce terrain d'expression et que ça, il faut siffler très vite la fin de la récré ou s'exfiltrer. Comment vous les détectez au final, du coup? C'est parce que vous les énervez, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous les énervez? J'ai plusieurs de mes équipes qui m'avaient dit « Mais est-ce que tu peux être moins forte parce que tu fais peur ? T'es trop forte, tu viens à bout de tout. » Et je me rappelle très bien une anecdote. Donc, dans la dernière entreprise où j'étais, le Covid a été hyper compliqué pour les uns et les autres. Donc, une situation assez inédite comme le Covid peut provoquer des situations assez inédites dans n'importe quel type d'entreprise, le bien comme le mal. Et dans cette équipe, à un moment donné, c'est une crise d'équipe et de collégialité. Et je me souviens, une de mes managers, une fille en qui j'avais énormément confiance, elle qui me dit « Mais tu comprends, t'es impressionnante et tu mets trop de pression parce que t'es en titane. » Et alors, c'était assez intéressant cette phrase parce que je me suis dit, si j'avais été un mec qu'on m'avait dit que j'étais un titan, ça voulait dire quelque chose d'extraordinaire, de force, de je vous accompagne jusqu'au bout du monde et rien ne peut vous arriver. On dit à une femme qu'elle est en titane, c'est pas un compliment. D'ailleurs, ça l'était pas, c'était pour expliquer que tu comprends, t'es trop, t'as ton cancer, tu t'en sors, tu es toujours là, rien ne peut t'arriver, tu t'effondres jamais. Donc, ce qui est complètement faux, puisque tout le monde s'effondre à un moment donné. Mais voilà, après, on a des personnalités qui sont ce qu'elles sont. Après, ça m'a quand même fait grandir sur quelque chose d'extraordinaire, c'est que, 1, tout le monde n'est pas pareil. 2, effectivement, ne pas, on dit beaucoup dans les boîtes américaines, partager de votre vulnérabilité. Ça peut être important
pour justement rassurer en disant je suis vulnérable comme les autres. Et surtout, ça m'a donné un immense cadeau. C'est que je me suis dit, moi, je peux pas être dans des entreprises où il y a des gens qui règlent leurs problèmes internes de cette façon-là. Donc, ça m'a aidé, en fait, à prendre d'autres voies et d'autres options. Donc, dans n'importe quel moment compliqué, difficile, je trouve qu'il y a toujours quelque chose que vous apprenez et qui vous permet de mieux savoir ce qui vous correspond à vous. Donc, ça a été dur, mais ça a été une très, très belle leçon. Là, vous parlez de vos équipes. Comment ça se passe quand c'est au niveau du COMEX ou du CODIR ? Parce que j'en ai vu de la toxicité aussi à ce niveau-là. Donc là, vous êtes sur des pairs ou des collègues en tout cas. Et là, comment vous gérez en fait ? C'est une bonne question. C'est hyper compliqué, moi, je trouve, que de ne pas finalement se rapprocher des gens qui sont comme vous. Alors, c'est la très très bonne solution pour traverser des moments où on est soi-même en souffrance, où on se sent pas à l'aise dans le groupe. Mais en général, avec mes pairs, j'ai toujours eu des excellents rapports à partir du moment où les pairs étaient aussi bien ancrés dans leur propre colonne vertébrale que je l'étais. Donc, c'est plus une logique de chacun se fait confiance et on a... Moi, je dis toujours, il faut dire les choses à la personne en face, mais pas les choses à la personne d'à côté pour que la personne d'à côté le dise à la personne en face. Et que cette logique de donner des feedbacks hyper droits et droits dans mes bottes, c'est quelque chose que j'ai toujours développé. Ce que j'ai appris quand même, parce que parfois ça peut être tellement rude, c'est de ne jamais le faire en public. Et parfois je le faisais en comex, par exemple, de dire spontanément « Non mais enfin tu peux pas dire ça ». Et pour moi qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire que moi dire à quelqu'un « Mais c'est pas juste ce que tu dis », ne remet jamais en cause la personne, puisque je considère qu'elle est comme moi. Donc c'est-à-dire qu'elle a le droit d'avoir tort, raison, etc., mais que ça ne la remet pas en cause en tant qu'individu. Donc ça, même chose. Ça, j'ai nettoyé sur le pas de ma porte. On n'est pas tous pareils, donc il faut faire hyper gaffe. Donc je fais beaucoup plus attention maintenant à donner ces feedbacks. Je les donne toujours directement. Je changerai pas, c'est-à-dire que je n'irai pas faire un sport qui parfois peut être dans les entreprises en crise, tout se passe par derrière. Ce que je ferai plus, c'est de donner des feedbacks qui peuvent être vécus par une personne de façon humiliante, alors qu'ils sont pas faits pour ça, mais qui peuvent être très très mal vécus. Donc voilà, quand je dis que c'est un process d'apprentissage permanent, c'est ça qui est excessivement génial dans la vie, c'est que voilà, c'est qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu optimises, qu'est-ce que tu as appris. Je vais revenir sur autre chose. Vous avez dit tout à l'heure, moi, j'ai des gens en souffrance, je peux pas. J'ai vraiment beaucoup de mal, ça me fait du mal. Comment est-ce que vous reconnaissez les gens en souffrance ? Ça paraît banal, mais comme il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas, je me dis, qu'est-ce qui vous fait dire, vous, qu'une personne est en souffrance ? C'est chaque fois plutôt des signes extérieurs assez visibles, en fait. Soit vraiment des réactions disproportionnées par rapport au sujet, par rapport au thème et par rapport à la situation, ou une absence totale de présence. Donc ça, c'est une alerte. Et dans ce cas-là, c'est une discussion. C'est aller voir la personne. Moi, ma phrase, en fait, je pose tout le temps dans ces moments-là, c'est « Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment ? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?» Et souvent, vous tombez sur des problèmes qui peuvent être pro, perso, grand-chose ou pas grand-chose. Mais si la personne a suffisamment confiance en vous, c'est une bonne phrase pour détecter, aider à détecter. Puis après, c'est toujours, moi, je trouve très compliqué. Parce que vous ne pouvez pas sortir de votre rôle de manager dans un milieu professionnel. Et parfois, la demande en face est de comprendre plutôt un vécu situationnel. Mais c'est cet équilibre en ne pas pénétrer dans la vie intime et personnelle des gens tout en essayant de débloquer des situations qui sont toujours hyper liées. Quand vous grattez, quelqu'un qui d'un coup va pas bien dans le boulot, vous creusez autour, c'est souvent parce qu'il y a un phénomène extérieur puissant qui émotionnellement est hyper impactant, qui l'empêche de se sentir bien. Donc cet équilibre entre perso, pro est toujours très compliqué à gérer parce que vous restez dans le domaine de l'entreprise, donc c'est pas un domaine qui est amical, mais en même temps, parfois, il faut évoquer des sujets en y allant sur des pointes de velours pour pas vexer, froisser ou faire du mal à la personne parce que faut à un moment donné comprendre que ça peut impacter sa vie aussi professionnelle. Et moi, je sais, ça m'est déjà arrivé moi d'être dans des situations perso assez complexes à vivre et d'avoir compris quel était l'impact que du coup ça donnait en termes d'interaction dans le boulot. Même chose, il faut observer et s'observer déjà, quoi. Vous la mettez où la limite du coup ? Entre vie pro et perso ? Voilà, quand quelqu'un va mal, où est-ce que vous mettez la limite ou...
En fait, je pense que c'est compliqué de dire qu'il y a une limite entre pro et perso parce que vous êtes une seule et même personne. Donc, tout le monde est obligé de considérer que les deux interagissent fortement. C'est pour ça que moi, ça me gêne pas trop que chacun adapte finalement son temps dans l'entreprise, sa façon de travailler à ce qu'il est et à sa propre vie. Puisque on est tous grands, donc c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Et moi, avoir quelqu'un qui me dit je pars dans l'après-midi pour aller chercher mes enfants à l'école, un mec ou une nana, c'est pas le sujet. Et après, je rouvre mon ordi parce que il faut encore que je fasse ça. Je serais pas là en lui disant respecte les horaires. Enfin, non mais oui, vous avez raison de le préciser. Ça me fait sourire, mais vous avez raison. Non, après il y a une limite, c'est quand la situation personnelle d'une personne influe sur ses interactions au sein de l'entreprise. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et dans ce cas-là, il faut accompagner la personne, soit pour qu'elle s'arrête, qu'elle prenne des distances. Tout ce qui est aujourd'hui, et en plus, on a la chance en France d'être quand même dans un système où on peut aider à reprendre pied. Donc, c'est vrai. Il y a quelque chose où je suis assez impressionnée, moi, sur ce que vous me dites, c'est j'ai l'impression que les gens vous font facilement du feedback. C'est-à-dire que vous avez beau dire, on a beau faire comme retour, je suis en titane, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un d'assez impressionnant, apparemment, pour vos équipes, mais elles vous font du feedback plutôt facilement. Non, c'est pas plutôt facilement, c'est à accompagner. Et en fait, d'abord, moi, je demande des feedbacks. Okay. Et ça, depuis longtemps, j'ai même fait des séminaires d'équipe qui sont totalement liés à ça. Vous savez, avec les coachs qui vous disent « Attention, ils vont vous dire des choses qui peuvent vous faire du mal. Attention. » Bah oui, mais enfin, c'est comme ça qu'on progresse. Donc moi, je n'ai pas peur du tout du feedback. Je dis pas que je le prends bien. Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, ça fait mal. Moi, mon truc, ça me fait mal au ventre. Tout d'un coup, je rougis. Enfin, j'ai tous les signes externes comme tout le monde. Mais je pense que c'est la seule façon de progresser, c'est de prendre les feedbacks. Et les personnes que j'ai vues autour de moi qui ne prenaient pas les feedbacks, sincèrement, ce sont des individus qui étaient vraiment à leur seuil de compétence. Ouais. Que ça soit boss, pas boss, enfin, quel que soit le niveau, ce sont des gens qui étaient à leur qui avaient atteint leur seuil de compétence. Seuil de Peterson, si on dit ça. Exactement. Parce qu'en effet, c'est vrai que la remise en question, c'est un peu ce qui va bloquer au bout d'un moment si on se remet plus en question. Et c'est exactement ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait pas mal de personnes, alors que c'est quand même un concept assez simple à comprendre. C'est que quand on prend pas le feedback, c'est qu'on n'y arrive plus. Quand je vous dis, le jour où je me suis rendu compte qu'on n'était pas tous pareils, c'est par exemple le jour où j'ai compris que des feedbacks négatifs pour certaines personnes, c'était absolument incapable de les écouter. Et que moi, je me dis maintenant, c'est toujours aussi un bon signe, hein, ça fait partie des signaux plus ou moins faibles, ou de te dire, tiens, cette personne, il va falloir gérer autre chose. C'est-à-dire qu'elle a atteint son seuil de compétence, il va falloir l'accompagner sur soit le renouveler, soit le vivre autre chose. Je vais passer sur autre chose que vous avez dit au tout début aussi, vous parlez du fameux corridor. Ouais. Vous avez dit, il y a un corridor pour les hommes et nous, on n'y a pas accès. Je me demandais si ce corridor, il était un peu en train de changer ou pourquoi on n'y avait pas accès. Enfin, voilà. Vous précisez un peu ce que vous vouliez dire par corridor déjà. Et comment, selon vous, les femmes pourraient y avoir accès ou si un jour on y aura accès? Moi, je pense que les femmes doivent créer leur propre corridor parce que comme dans n'importe quel système, tout est pyramidal et qu'on n'a pas encore inventé une société qui se gère et qui se pilote de façon totalement étale, même si toutes les évolutions technologiques parlent de décentralisation. À un moment donné, quelle que soit l'époque que vous regardez, il y a une logique de centralisation et de pyramide qui s'instaure pour faire en sorte qu'un monde humain, construit d'humain, avance. Donc, dans cette logique de pyramide, il va falloir naviguer pour se faire la courte échelle, monter, etc. Donc, les hommes, eux, ils savent qu'une pyramide, ça s'escalade et que depuis que le pouvoir existe, il y a, quand je parlais des males clubs, où finalement, on dit souvent, par exemple, qu'en Angleterre, toutes les décisions se prennent au pub le soir. Donc, si toi, t'es pas là au pub, ça va être un peu compliqué. Dans les boîtes familiales, les décisions se prennent au moment du déjeuner dimanche. Il y a plein d'endroits comme ça, ces fameux endroits qui sont non écrits et où finalement tout se passe de façon assez informelle. Donc, dans les corridors où les hommes, il y a une solidarité que j'appelle fraternité, qui est de dire, attention, les femmes, elles sont là, elles arrivent, et puis fais gaffe parce que si je suis un homme blanc de 50 ans, je vais disparaître. Alors, c'est vrai que je comprends tout à fait mes potes hommes blancs de 50 ans qui me disent « Flo, toi, t'as plus de chance parce que t'es une femme. » Sûrement. Alors, clairement, en ce moment, c'est ponctuel, mais bon, pour un rattrapage de quelques siècles. Donc, ok, peut-être qu'entre une femme et un homme, ça peut balancer, mais sincèrement, il y a le même niveau de compétence, voire un peu plus de compétence chez la femme. Françoise Giroud disait le monde sera égal quand on nommera à un poste très haut placé une femme incompétente. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est plus facile en ce moment. Aujourd'hui, dans cette logique de rééquilibrage, c'est peut-être plus facile. Mais pour se prémunir de l'arrivée de finalement 50%
50% de population, ça veut dire, en plus, ça veut dire 50% de concurrents en plus. Hein. Donc ça, c'est mathématique. Donc il y a ces corridors que les hommes empruntent et qui s'entraident entre eux, parce que s'ils restent entre eux, on évacue 50% d'autres personnes. Et je pense qu'il y a tout intérêt à ce que les femmes, elles se créent leur propre corridor qui est le leur. C'est-à-dire qu'elles aussi s'entraident. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'en fait, les sociétés qui sont pilotées par des femmes sont des sociétés où il y a plus de femmes au COMEX. C'est qu'une femme qui pilote une boîte aura beaucoup plus tendance à favoriser la représentativité des sexes, donc favoriser l'entrée de femmes au COMEX, puisqu'on est encore minoritaire dans les COMEX. Donc, il y a ce fameux corridor, que moi j'appelle sororité face aux fraternités, et ce corridor, il est nécessaire parce que je pense que c'est majoritairement les femmes qui vont faire évoluer les choses. C'est un peu pour prendre en main ton destin, et que si tu peux pas prendre le corridor des garçons, crée ton propre truc, et puis si ça se trouve, ça ira beaucoup plus vite. Quand vous dites que c'est majoritairement les femmes qui vont faire évoluer les choses, vous parlez de mixité, d'égalité ou d'autres choses ? Ce sont les femmes qui ont envie que les choses changent de façon positive parce que il n'y a pas justement encore, et j'espère qu'il n'y aura jamais, de cette lutte pour le pouvoir qui est une lutte excessivement individuelle. Alors, j'arrive pas à trouver d'autres analogies que ce que je viens d'entendre sur France Inter. Parler des représentations des femmes dans les religions et de la représentativité des femmes. Donc, il y a des religions, les fonctions de décision sont interdites, d'autres dans lesquelles c'est plus ouvert. Mais quelle que soit la religion, ce sont les femmes qui aujourd'hui sont actives dans ce système-là. Et que quand vous regardez, il y a certains systèmes qui n'existent que parce que les femmes continuent à les faire exister. Et que cette logique de mélanger spiritualité, gestion, philosophie, réflexion, cette espèce de complétude dont on a besoin aujourd'hui pour faire face au monde, parce qu'on ne peut pas être uniquement sur un registre technique ou sur un registre émotionnel, etc. Il faut savoir mélanger le registre. Toujours la même chose, comme nous, on ne nous a pas appris à dire que ta vie professionnelle est ta seule réalisation personnelle. On a cette chance d'être beaucoup plus équilibré et beaucoup plus varié dans notre palette d'outils pour piloter et accompagner le développement des uns et des autres. Donc, c'est lié à cette absence de formation. Donc, c'est l'auto-formation et que finalement, c'est l'humanité tout plus vrai, quoi. J'aime bien le fait que vous mettiez en avant que s'il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est lié à la formation et à l'éducation et l'évolution, pas juste parce qu'on est des hommes et des femmes. Non, tout à fait, non, complètement. Donc, je suis bien d'accord avec vous. Je voulais revenir sur votre parcours. J'ai quand même remarqué que vous restiez 7 ans à chaque fois. C'est-à-dire que vos 3 derniers postes, à chaque fois, au bout de 7 ans, vous êtes parti. Le dernier, vous êtes parti avec plutôt une envie de faire autre chose, mais pas forcément quelque chose de concret. Je ne sais pas si c'était le cas pour ceux d'avant. Mais du coup, est-ce que ça s'explique ces 7 ans ? Alors, c'est assez marrant parce que effectivement, c'est entre 7, le dernier, c'était 9 ans quand même. Donc, comme quoi, ça s'allonge un peu, mais c'est effectivement plutôt dans 7 et 9 ans. En fait, je pense que je parle pas pour les créateurs d'entreprises. C'est autre chose. Ils ont créé leur boîte. Donc, c'est finalement la prolongation de leur cerveau et de leur corps. Je pense que comme on est comme moi, salarié dirigeant d'une entreprise, le poste que l'on a ne nous appartient pas. Et qu'il arrive un moment donné où on arrive à soit une espèce d'ennui, soit une répétition de. Et pour moi, quand on sent que on n'arrive plus à avoir la même énergie, la même vitalité, la même envie de construire quelque chose de nouveau, il faut le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, aura l'énergie parce qu'il n'a pas eu encore ce poste. Donc, je pense complètement, alors vraiment, que comme il y a un CDD pour les présidents de la République, il devrait y avoir un CDD pour les dirigeants d'entreprise. Et que ceux qui s'accrochent par tous les moyens à leur poste, plein de raisons, de confort, de statut, de tout ce que vous voulez, ces gens-là ne sont pas responsables de finalement c'est pas le mot responsable. Ils n'ont pas la légitimité d'être finalement dirigeant. Parce qu'un dirigeant, là on le reconnaît, c'est quand il lâche, quand il est plus capable. Ou qu'il est plus capable, ou parce qu'il a fait, entre guillemets, son temps. Mais souvent, il faut demander à un conseil d'administration de prendre la décision. Malheureusement, je trouve que c'est des décisions qui devraient se prendre. Donc moi, c'est des décisions que je m'applique. Je choisis mes départs. Comment vous accompagnez la passation ? Si vous le faites, je ne sais pas. Oui, je le fais systématiquement. Donc, comment j'accompagne la passation ? C'est en identifiant déjà très vite qui peut être mon backup, parce que ça aussi, c'est une société où le chef te dit je suis obligé de rester, j'ai pas mon backup. Donc celui-là, mais immédiatement tu le dégages, quoi. Le gars qui dit que j'ai pas de backup, ça fait peur, quoi. D'abord, c'est parce qu'il pense qu'il est indispensable. 2, c'est peut-être vrai, mais dans ce cas-là, il a choisi que des gens qui étaient à 2 crans en dessous de lui, donc c'est pas un bon leader, parce qu'un bon leader choisit toujours des gens qui sont plus forts que soi-même.
Donc, de toute façon, ça, c'est la pire des réflexions. Mais moi, je l'ai entendu. Hein. Ouais, mais je peux pas lâcher, là, parce qu'il y a personne pour me remplacer. Donc ça, c'est... vous savez à peu près que... Effectivement, il doit y avoir personne autour de lui pour le remplacer, parce qu'il a fait le vide autour de lui, cette personne-là. Donc, toujours identifier la personne que vous avez formée pour prendre votre place. Et ensuite, après, les passations, c'est transmettre au maximum votre expérience, tout ce que vous savez. C'est de se dire qu'est-ce que je transmets qui est de l'ordre de l'empirique et de l'intuition. L'empirique et l'intuition, ce ne sont qu'une somme d'expériences accumulées. Et quand on me dit l'intuition, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se fier, bien au contraire, parce que c'est une accumulation d'expériences qui fait que vous savez sans réfléchir là où il faut aller, parce que c'est basé sur des faits réels. Et puis, une fois que vous avez le groupe de personnes qui va prendre votre suite, c'est les introniser et le dire. Le dire, je transmets. C'est toujours la même chose, il faut dire les choses, quoi. Les non-dits, les machins, méthodes, non. Alors, en fait, c'est toi mon successeur. Mais je peux pas le dire, hein, parce que tu comprends, l'autre, tu vois, qui est à peu près au même niveau que toi, il va mal le vivre. Donc, ça va être compliqué. Alors là, quand vous êtes dans ce genre de relations, c'est pas des relations qui construisent grand-chose, hein. C'est bien pour ça que je vous posais la question. C'est parce que c'est pas forcément une évidence partout, donc c'est plutôt rafraîchissant d'entendre que si, en fait, ça se prépare. Juste pour me savoir, ça se prépare combien de temps avant, à peu près? Au moment où vous avez pris votre décision dans votre tête. Ok. De partir. Vous avez un temps entre le moment où vous avez pris la décision dans votre tête et le moment où vous l'annoncez, c'est ça? Ouais. Je l'annonce quand je suis à peu près certaine que la suite prendra le relais et que moi, je ne regretterai pas ma décision. Non, mais c'est intéressant parce que la problématique qu'il y a très souvent quand ça change, c'est qu'on a l'impression que tout repart à zéro. S'il n'y a pas eu de passation, c'est que c'est compliqué pour les équipes. Donc là, en tête, vous êtes dans une continuité. Donc, j'ai jamais laissé des boîtes qui n'ont pas continué derrière. Donc, Non, mais parfois, il y a des boîtes qui transforment tout, a posteriori. Mais là, on est plutôt sur une passation d'une... Ouais, pour le moment, moi, c'était plutôt que des passations. J'ai une question sur votre métier, votre milieu, en tout cas. Moi, j'ai quand même constaté, en cherchant un peu, que le milieu de la tech et du digital, alors ça repose pas que sur des femmes, mais il y a quand même 3 femmes clés, qui sont Ada Lovelace, qui a développé le premier programme informatique, Grace Hopper, qui a développé le premier compilateur de logiciels, et Heidi Lamar, qui est à l'origine du Bluetooth et du Wi-Fi. Si les gens ne le savaient pas. Non, ça, sur les 2 premières, oui, mais le Bluetooth et le Wi-Fi, je ne le savais pas. Elle a été mise en avant il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, c'était une mannequin. Une actrice, et plutôt une star très connue, et en fait, personne ne voulait l'entendre d'un point de vue purement intellectuel, et en fait, on a enfin reconnu son intelligence il y a très peu, je crois que c'était il y a quelques mois. Et donc, du coup, par rapport à ça, moi, je me dis, voilà, c'était un milieu plutôt féminin au début, aujourd'hui, c'est un monde d'hommes. Comment vous l'expliquez, vous, qu'aujourd'hui, ça soit tant un monde d'hommes, en fait? Je pense pas que c'est un milieu féminin, je pense qu'en fait, il y a des femmes qui font partie des grands inventeurs. Parce que je trouve que ça a toujours été un milieu masculin, moi, la tech. Donc, il y a eu à un moment donné, sûrement des personnalités incroyables qui sont arrivées à pousser du coude pour faire en sorte que leurs inventions soient reconnues. Sauf que, de mémoire, la première, celle pour l'ordinateur, a été récupérée par un mec. Ce qui arrive à peu près tout le temps. Voilà. C'était le cas. C'est que, en fait, c'est le truc qui est le plus classique et qui existe très, très souvent dans les boîtes de tech, et pas que, mais alors dans les boîtes de tech, c'est très fréquent, c'est qu'un projet construit par une femme va être récupéré par un homme qui va lui-même expliquer que c'est lui qui l'a fait. Donc ça, pour le coup, c'est archi fréquent. Donc c'est justement, je trouve qu'il y a pas mal de programmes. Alors moi, j'ai eu la chance de faire partie de ces programmes justement chez Meta. Je trouve ça génial et je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui devraient le développer. Ça s'appelle Sois l'allié, be the ally. Ça veut dire que dès que tu vois qu'une femme se fait piquer son idée, hyper fréquent, qui n'ose pas défendre son projet, prendre la parole, hyper fréquent, qui se fait maltraiter parce qu'elle est une femme, donc c'est-à-dire qu'on la rabaisse pour sa condition féminine, les alliés, ce sont les hommes ou les femmes qui dénoncent ouvertement et visiblement cette situation. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important, c'est de ne pas accepter l'injustice. Et j'espère que ceux qui n'aiment pas l'injustice sont de plus en plus nombreux à s'exprimer pour justement travailler contre ces biais qui font que on se fait piquer sa bonne idée. C'est intéressant, du coup, dans les entreprises que les gens dénoncent, en fait. Enfin, dénoncent non, mais en tout cas, qui remettent la vérité, quoi. Tout à fait. Dire, ok, oui, c'est peut-être toi qui le mets en avant, mais en fait, la vraie personne, c'est elle. Exactement. Ou lui, si ça pourrait, mais en tout bien cas... sûr, oui, ça peut être... Enfin, les femmes, c'est assez systématique, donc comme quoi, il y a quand même quelque chose à résoudre autour des femmes. Ça vous est arrivé, à vous faire piquer une idée? Ah ouais. Alors, le pire qui m'est arrivé, c'est j'ai écrit toute une strate pour... donc, j'étais DG et la personne était un homme et était président, CEO de l'entreprise. Et j'avais écrit toute une organisation avec lui, on réfléchissait tous les deux. C'était hyper intéressant. Donc, on écrit toute l'organisation. Bon, c'est moi qui ai écrit les slides. J'aime bien écrire, donc ça ne me gênait pas. Et ce qui s'est passé...
de ma vie, je me suis dit, OK, ça ne m'arrivera plus jamais. Mais ça m'est arrivé encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'au COMEX suivant, ces slides me sont présentés, donc à moi et à mes pairs, les autres patrons de boîte, par le CEO qui le présente comme son idée, devant moi. C'est-à-dire que moi, j'avais participé, j'avais écrit, il y avait des idées qui ne venaient que moi. Il n'y avait même pas genre, oui, j'ai réfléchi avec Florence, etc. Ça m'a empêché de parler. Parce qu'il y a ça, en fait, qui est hyper embêtant et en fait, qui, moi, ma faiblesse, c'est-à-dire que quand c'est tellement gros comme ça, quand c'est tellement inique comme comportement humain, ça me scotche, ça me coupe les bras. C'est-à-dire que je dis, mais comment est-ce qu'on peut arrêter ce genre de comportement ? Puis après, je m'est arrivé plus d'une fois ensuite, par la suite, alors que je m'étais juré que ça m'arriverait plus, ça m'est encore arrivé. Où tu as ton boss qui t'explique exactement ce que tu lui as présenté 3 ou 4 jours avant, en le présentant comme son idée. À tout le monde, à d'autres gens. Bien évidemment. Donc oui, ça m'est arrivé. C'est l'effet de sidération dont vous parlez. Ouais, et cet effet de sidération, ça m'énerve d'être sidérée, mais en même temps, je sais pas... En fait, je me suis dit plein de fois, ça m'est arrivé plein de fois d'être instrumentalisée par mon manager pour résoudre des problèmes compliqués. Et que mon manager pense qu'il me manipulait, qu'il voyait pas que j'étais au courant, enfin, il pensait que j'étais absolument pas au courant de rien. Et en fait, moi, j'ai toujours dit, c'est pas grave, je suis manipulée, mais ça, c'est mon job, je suis boss. Donc, avec la direction et le leadership vient de grandes responsabilités. Et sur cette logique de responsabilité, j'ai jamais défailli aux responsabilités. Et que l'autre me manipule parce qu'il n'osait pas faire des choses dégueulasses, parce que quand vous prenez des décisions rudes qui impactent les équipes, qui peuvent aller parfois jusqu'à des décisions de rupture, vous n'êtes pas la personne forcément la plus aimée contre quelqu'un qui s'en lave les mains, comme un grand personnage historique d'il y a 2000 ans le disait. Donc moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui se lavait les mains pour ne pas s'entacher. Et j'ai toujours accepté de faire le job qu'on me demandait de faire quand c'était un job dur, parce que ça allait avec mes prérogatives. Ce que je me dis maintenant, c'est qu'il va falloir que j'arrive à avoir de moins en moins de sidération, mais je ne veux pas devenir cynique. Parce que ça, j'aurais raté quelque chose. Si devenir cynique était ma nouvelle façon d'être pour continuer à résister, j'aurais personnellement failli. Par contre, ce que je vais dire maintenant, c'est clairement, je dis, OK, tu me demandes de faire ça parce que tu ne veux pas le faire, parce qu'avec des décisions dures, arrivent des situations auxquelles il faut faire face et qui sont ces situations dures. Tu ne veux pas le faire, je le fais. Mais sache que je le fais parce que je suis totalement consciente de la responsabilité qu'on me donne quand on me donne une direction. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est tout ce qui est de l'ordre du toxique et du manipulatoire. Il y a cette tendance à dire c'est bon, je sais que je suis manipulée donc ça va. Mais en fait, le savoir, ça suffit pas. Le dire, exactement. Ça change tout. Voilà. Et ce que je me dis, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai su, mais maintenant, prochaine fois que ça m'arrive, si ça doit m'arriver à nouveau et ça m'arrivera à nouveau, maintenant je le dirai. Je dirai que j'en suis consciente. Et j'expliquerai pourquoi j'accepte d'être manipulée. Ça change complètement la relation et vous sortez de la manipulation parce que la personne en face, du coup, a conscience de ce qui est en train de se passer. Vous avez totalement raison. Et du coup, ça vous arrive encore ou ça va s'arrêter qu'on vous vole vos idées ? Pour le moment, ça m'arrive pas. Non, je dirais pas, ou alors en tout cas, j'en suis pas consciente. Ça m'arrivera peut-être encore, mais c'est que si ça me met dans une position de faiblesse, c'est-à-dire si le fait qu'on me vole mon idée fait que je suis moins bien considérée ou mis de côté, ça pour le coup maintenant, je laisserai plus passer. Mais après, si on me vole mon idée pour l'appliquer, et que tout se passe bien et que je continue à pouvoir avoir cette liberté que je me suis construite, qui est la chose la plus importante pour moi, je pense que je le vivrai toujours aussi bien. Il ne faut pas que ça soit à mon détriment. Et du coup, concrètement, vous feriez quoi ? C'est-à-dire que là, vous n'alliez pas devant le COMEX dire oui, alors je te rappelle aussi qu'on l'a fait ensemble. Enfin, je ne sais pas en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, dans le cas de figure qui m'est arrivé, je me demande, c'est pas de piquer l'idée, c'est de dire, travaillons de façon collective comme on l'a fait ensemble, déjà pour faire les premières prémices de cette organisation, travaillons de façon collective de concert, puisqu'on est tous les 5 autour de la table pour continuer à l'optimiser. Je pense que c'était plus malin de faire ça. Okay. Je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retrouvée sidérée comme à l'impinte dans les phares par tellement d'aplomb, quoi. Alors ça, c'est un truc, ça me scotche, quoi. Non, mais du coup, c'est intéressant, finalement, de le remettre naturellement au cours d'une conversation sous la suite. OK. Non, parce que je suis sûre qu'il y a plein de femmes à qui c'est arrivé, qui s'intéressent. Bien sûr. Alors, je viens à une question de la fin. Avec tout le parcours que vous avez eu, si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant d'entrer dans le monde professionnel, ce serait quoi ? Ça serait... N'oublie pas les autres quand tu traces. Ça serait ça. Parce que le jour où j'ai compris que... j'ai compris parce qu'on m'a fait le feedback. On m'a dit, en fait, tu pilotes que des gens très forts. Et du coup, tu en oublies la majorité. Et ça, je pense que c'est une faiblesse, effectivement, de ne pas savoir embarquer tout le monde. Donc, du coup, ne pas écouter ceux qui ne sont pas comme toi.
quelque chose que j'ai découvert très tard, finalement, qu'on n'était pas tous pareils. Donc, je dirais ça à la jeune fille que j'étais quand j'ai commencé à bosser. Écoute les autres. Juste comme ça, je rebondis là-dessus. C'était la première chose, moi, que je dis en formation management. Tout le monde n'est pas pareil. Parce qu'en fait, on l'oublie. Complètement. C'est pas qu'on l'oublie, c'est que, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, c'est que je n'en étais pas du tout consciente. Oui, c'est pas forcément une évidence. Non. Donc, c'est très intéressant. Et deuxième question, qu'est-ce que vous souhaitez pour les générations de directrices à venir ou actuelles ? Qu'elles soient d'une solidarité exemplaire les unes avec les autres, qu'elles s'entraident. Moi, j'ai la chance d'avoir un groupe amical de femmes leaders et on s'entraide et on s'appelle et on s'appuie. Donc, je leur souhaite à chacune d'entre elles de s'entraider et d'essayer d'éviter, comme moi, d'être dans la sidération, quoi. C'est que la sidération, celle qui t'empêche d'avancer, comprendre d'où elle vient, comprendre pourquoi tu oses pas rentrer dans quelqu'un qui a un tel aplomb parce que c'est un homme, comprendre tous ces biais intrinsèques qui sont des biais sociétaux, comprendre que c'est la société qui te les a donnés. Donc, quand je disais tout à l'heure que le plafond de verre, il a peut-être été créé pour que tu crois qu'il existe, c'est ça que je leur dirais. Fais attention aux biais. Ce groupe de femmes, ça change quoi pour vous ? Je sais pas si ça a changé quelque chose, puisque j'en ai toujours eu. En tout cas, on peut échanger, comme je viens de le faire avec vous, sur ce type d'humanité, de relations et de vécu, avec mon groupe d'amis qui ont des positions dirigeantes comme moi. Ça fait du bien d'échanger là-dessus parce que, en fait, quand tu peux pas échanger là-dessus, même avec mes meilleurs amis qui sont dans les positions, sauf ceux qui comprennent quand même qu'il y a une différence de vécu entre une femme leader et un mec leader. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui disent oui, je suis féministe parce que ma femme est féministe ou je suis féministe parce que j'ai des filles. Alors ça, j'y ai droit, mais là, voilà. Mais tous les hommes sont pas comme ça, mais vraiment. Et je trouve que c'est important de pouvoir échanger avec des filles qui ont le même vécu que toi. D'abord, la parole libère, ça apaise, ça soigne, donc ça fait du bien. Et puis après, on s'échange des tips les unes avec les autres. Et je me souviens très bien, chez Meta, on avait une journée pour les femmes par an, et puis il y avait souvent quelqu'un qui disait « Mais pourquoi on n'accepte pas des hommes dans cette journée pour les femmes ?» Et je me souviens, Sheryl Sandberg, une femme extraordinaire, qui disait « Mais on ne dit pas les mêmes choses entre femmes quand les hommes sont là. » Et je trouve que c'est hyper vrai. On ne dit pas les mêmes choses entre femmes quand un homme est là. Je vous pose la question et c'est intéressant de l'entendre parce que, comme vous dites, il y a des males clubs depuis longtemps, ou des boys clubs. Et que dès qu'il y a un regroupement de femmes, historiquement, quand même, le regroupement de femmes, c'est ce qui nous a conduit au bûcher. Donc, il y a quand même, en fait, cette logique de regroupement de femmes qui n'est pas forcément évident. Et moi, je le vois, même quand je suis dans des codires ou des entreprises, il n'y a pas forcément ce regroupement de femmes. Donc, c'est aussi intéressant de voir que c'est une entraide et que c'est une entraide entre nous. C'est pas une entraide contre les autres, en fait. Ah non, pas du tout. Ouais. Non, mais c'est aussi important de le dire. Mais vous avez totalement raison. Qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directeurs à venir ? De ne pas avoir peur des femmes. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils en ont peur aujourd'hui ? Tous les petits jeunes aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, ils vont à la salle pour développer leurs muscles. Mais pourquoi ont-ils besoin de développer leurs muscles aujourd'hui alors que les filles de leur âge sont pareilles qu'eux ? C'est-à-dire, allez plus loin dans votre analogie. Alors, mon analogie, c'est de me dire pourquoi est-ce que les jeunes de 20 ans, ils sont tous, je vous jure, ils sont tous en salle de sport à développer une musculature. C'est que quelque part, il faut se rassurer face à des filles qui, aujourd'hui, dans les cours de récré, elles sont pareilles. Moi, j'ai la chance d'avoir un garçon et deux filles extraordinaires, les trois. Moi, mes filles, quand la dernière elle a été invitée par un cavalier dans sa cour de récré, le cavalier va la voir vers elle et dit « Est-ce que tu peux être ma cavalière pour le bal de promo ?» Ma fille répond « Mais j'ai pas besoin de cavalier. » Alors que je pense que le jeune garçon, ses parents lui avaient dit « Tu choisis qui comme cavalière ?» Moi, j'ai jamais dit à ma fille « Tu choisis qui comme cavalier ?» Donc, je pense que quand même, et c'est pour ça que je dis, sans rigoler trop, mais quand je dis aux garçons « N'ayez pas peur des filles », c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où en face d'eux, il y a leur père, elles sont aussi fortes qu'eux parce qu'on les a élevées en leur disant vous êtes pareils et que forcément à un moment donné c'est contradictoire avec tous les symboles, tout ce que la société a créé jusque-là depuis des millénaires. Donc je comprends que pour eux, ils aient besoin de se raffermir et alors on va faire du muscle. Ça marche. C'est une théorie. Non, mais ça se tient. Il y a quelque chose qui a été dit, on a élevé les filles comme les garçons, mais pas les garçons comme les filles. Et du coup, ça crée ce déséquilibre. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises, voire dans la société, pour arriver à une égalité de pouvoir ? Une égalité tout court, parce que tout le monde ne veut pas le pouvoir, Dieu merci. Très bien. Parce que ça serait compliqué. Par pouvoir, je veux dire pouvoir d'agir, tout simplement. Pouvoir d'agir, je pense que c'est
En fait, l'égalité, c'est de mettre tout le monde au même niveau, quoi. C'est de faire en sorte qu'on parte tous, et ça concerne pas que les hommes et les femmes, hein, ça concerne aussi les différences socioculturelles, plein de différences, et de faire en sorte qu'on parte tous au même moment sur la même ligne. Donc il faut savoir compenser, il faut savoir accepter sur ces moments de changement nécessaires à une société. Il faut que les élites, les classes leaders acceptent de laisser la place aux autres. Et que cette acceptation de laisser la place aux autres pour faire en sorte qu'on ne s'éteigne pas tel que des dinosaures, elle est valable pour les hommes et les femmes, elle est valable pour bien d'autres sujets. Et qu'une société, si elle était pilotée uniquement par la caste des hommes blancs de 50 ans en France, et ben dans quelques années, il n'y aurait plus personne, parce que c'est pas ça la réalité aujourd'hui de notre monde. Merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Nelly. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.